Donc, je suis ravie de vous parler justement. Je vais prendre un tout petit peu le suite de ce qu'on avait entendu jusque-là sur les conditions de couchage. Et je me suis posé la question, effectivement, parce que les lits sont clairement très importants, mais que sait-on justement de l'évolution de ce comportement? Parce qu'une chose est certaine, on n'a pas toujours dormi dans un lit. Et donc, mon attrait dans ce sujet remonte de loin. En fait, jeune médecin, je travaillais sur un projet sur la tuberculose dans la petite royauté de Népal qui se trouve au nord de l'Inde. Et pour en faire, j'ai dû visiter les cliniques rurales. Et pour y aller, il fallait aller à pied. Parce qu'en fait, à l'époque, il y a 30 ans, il y avait très peu de routes carrossables qui sillonnaient l'est du pays. Et les distances ne mesuraient pas en kilomètres, mais en journée de marche. Donc effectivement, à 2, 3 jours de la route, on avait toujours les petits hôtels, mais à 10 jours de la route, il n'y en avait plus rien. Et en fait, on logeait chez les habitants dans leur maison. Et les maisons étaient construites assez solidement de pierre et de bambou, en fait. Une pièce centrale, un foyer qui était creusé au centre justement de la terre battue du sol, avec les pierres à côté sur lesquelles étaient posés les ustensiles de cuisine. Et nous dormions justement à côté du feu pour garder un peu de chaleur, enveloppés dans les couvertures plus ou moins épaisses. Heureusement que j'avais mon sac de couchage. Donc, j'ai le souvenir de m'endormir justement aux voix chantantes de la famille, pour se me réveiller en pleine nuit par un froid glacial, pour voir un grand-mère en train d'alimenter le feu, tout en train de papoter avec sa voisine. Et je me suis dit, mais plus qu'on s'éloignait de la route, plus qu'on remontait dans le temps, que j'étais en train de vivre une expérience qui n'était pas très loin de Pérou, il doit être familier à mes ancêtres, et que finalement on ne dormait pas si mal que cela sans lit. Donc je vais essayer de passer les diapos, c'est clairement pas très facile. Ah non. Est-ce que vous pouvez me passer le diapo, s'il vous plaît? Ah, merci. Mais comment faire pour explorer l'évolution de ce comportement? En fait, on est en train de remonter si loin dans le temps que les traces sont presque effacées. Et donc, je pense qu'on va commencer à explorer en fait le comportement des primates. Donc, les primates sont quand même nos ancêtres dans un certain sens. On va regarder le rôle de sommeil dans l'évolution de nous, les hommes. On va regarder un tout petit peu ce qui reste des traces de nos ancêtres sur le plan des lits. Par exemple, cette charmante petite femme en terre cuite qui, en fait, date d'il y a 6000 ans. C'est une image qui représente une femme qui est en train de dormir sur quelque chose qui ressemble drôlement à un lit, avec même un oreiller sur sa tête. Donc, on a quand même les traces des lits qui datent depuis assez longtemps. Si vous voulez aller le voir, justement, cette femme qui dort, elle se trouve à Valletta, en Malte. Ensuite, on va regarder justement un tout petit peu les conditions de couchage dans les sociétés pré-industrielles qui existent toujours pour voir comment justement on peut apprendre de ces comportements et comment on est arrivé à dormir dans des lits. Alors, j'essaie de nouveau de passer le diapo. Ah non, ça va dans le mauvais sens. Ah voilà. Avant de commencer, je voulais partager avec vous un petit mystère. En fait, nos besoins de sommeil sont beaucoup moins importants que chez nos proches, les singes et les primates. Vous voyez là, justement, sur la graphique à droite, que les chimpanzés, en fait, dorment. J'ai peut-être même un pointeur, là. Non, pas du tout. J'ai les chimpanzés qui dorment environ 9h30, tandis que nous, les humains, on dorme environ 7 heures. En fait, c'est l'INSV, en fait, accorde avec ce chiffre-là. Donc, on dort beaucoup moins, mais comment ça, alors? Il est probable que les changements climatiques, il y a bien longtemps, qui avaient justement fait en sorte que la forêt était remplacée par la savane, étaient moteurs dans la descente de nos ancêtres des arbres. On était donc face à de nouveaux prédateurs, et on sait que quand la densité de prédateurs est plus importante, les animaux dorment moins. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'on a commencé à moins dormir. Mais on a une deuxième chose intéressante. En fait, on ne dort pas non seulement moins que les primates, mais aussi différemment. En fait, notre sommeil est beaucoup plus riche en sommeil paradoxal. Si vous prenez les lémuriens, ils ont 5% de la nuit en sommeil paradoxal, les singes environ 10%, mais nous, c'est 20 à 25%, c'est beaucoup plus. Et je vous rappelle que le sommeil paradoxal est très important pour les apprentissages. Donc, effectivement, on dort non seulement moins, mais aussi différemment. Et peut-être cela est responsable pour les différences entre nous et les primates. Ah, ça marche. Donc, si on regarde justement les primates
il y en a en fait environ 410 espèces de primates à travers le monde qui vivent plutôt dans les zones tropicales et qui préfèrent si possible de dormir dans les arbres. Mais les plus grands peuvent dormir par terre, mais typiquement en sécurité, perchés hautes sur les falaises par exemple. Et là, on voit un petit groupe de chimpanzés qui dorment par terre en groupe. En fait, pour la sécurité, ils dorment toujours en groupe, c'est vraiment quelque chose de social. Et on voit les petits qui sont protégés justement en dormant très proches à leurs parents. Ah non? Non plus. Ah. Donc, si on regarde les positions du sommeil, là, vous voyez à gauche, en fait, les choses qui rappellent vraiment les positions de sommeil de nous, les hommes. On voit les gorilles qui dorment par terre, toujours ensemble. Là, on voit les petits sur la poitrine de leurs parents. Au milieu, il y a une chimpanzé qui dort dans un arbre, donc qui pose sa tête sur son main, mais en fait, c'est un main qui tient fort à l'arbre pour ne pas tomber. En bas, vous voyez les lémuriens qui dorment tous blottis les uns contre les autres. C'est pour garder la chaleur, effectivement, et aussi encore pour la sécurité. Et enfin, à droite, on voit deux primates qui dorment dans des positions qui sont vraiment comme nous, sur le côté, en fait, avec une tête qui est soutenue par une main ou par un bras, à la fois de soulager les cervicales, mais aussi pour garder une oreille bien à l'écoute de ce qui se passe autour. Ah non, en fait, ça marche mieux dans le mauvais sens. Ah ah. Si possible, les primates, au moins les grands primates, ceux qui pèsent plus que 30 kilos, donc on est en train de parler des gorilles, des chimpanzés, des orang-outans et des bonobos, préfèrent de dormir dans un nid. Donc un nid, effectivement, est construit typiquement dans les arbres, mais parfois par terre, rapidement. Ça prend 1 à 7 minutes pour construire un nid. Et en fait, un animal va construire un nouveau nid chaque nuit. Donc les nids sont construits, on pense en fait que c'est un développement des plateformes alimentaires. Qu'est-ce que c'est que cela? En fait, quand un primate est en train de manger, en fait, il s'assoit, il tire les branches et les brindilles vers lui, il les casse, il mange ce qu'il a envie de manger et ensuite il s'assoit sur les restes. Donc ça, c'est une plateforme alimentaire et en fait, les nids ne sont pas très éloignés de ce comportement. En fait, l'animal tresse les branches afin de former un bol, vous le voyez là. Il matelasse en fait l'intérieur avec des feuilles parce que c'est bien d'avoir un certain confort et ensuite il dort dedans. Et c'est un comportement appris. Ça veut dire qu'un primate qui n'a jamais vu un parent ou un proche construire un nid arrive pas du tout ou au moins très mal à en faire. C'est transmis de parent à l'enfant. Ah non. Non plus. Ah non. Voilà. Donc, pourquoi construire les nids? En fait, la première chose, c'est clairement que c'est confortable. Un animal est mieux dans son nid. Et moi, j'ai vu les orang-outans construire les nids en Indonésie. Et c'est clair qu'une fois que l'animal est dans son nid, il est assez difficile à voir. Et donc, effectivement, il est caché de ses prédateurs. On sait en plus que plus qu'une population est à risque des prédateurs, plus qu'ils ont tendance à dormir haut dans les arbres. Donc, c'est très bien si vous êtes un petit singe, mais si vous pesez 50 kilos, vous êtes un orang-outan mâle, ça va poser certains problèmes. Plus qu'on est haut dans les arbres, plus que les branches sont fines, plus que vous êtes à risque de tomber, surtout quand vous dormez. Pourquoi cela? Parce que quand vous dormez, vous allez passer en sommeil paradoxal. Et en sommeil paradoxal, en fait, les muscles sont atoniques. Ça veut dire qu'il n'y a plus de force, plus de tonus dans les muscles. Vous allez être vraiment à danger de tomber. C'est un petit coup de vent, pouf. Donc, le fait de construire les nids fait en sorte que vous pouvez dormir en sécurité, même en hauteur dans les arbres. Et donc, vous pouvez faire du sommeil paradoxal. Donc, à mon avis, ça, c'est peut-être une raison importante. On va explorer par la suite pourquoi. Mais les nids jouent d'autres rôles, par exemple de thermorégulation. Une fois dans son nid, le primate est protégé un tout petit peu des intempéries et surtout du vent. Il a une protection contre les parasites parce qu'il va changer son nid chaque nuit. Et finalement, contre les insectes volants. Comment cela? En fait, on sait dans les études que les chimpanzés choisissent avec beaucoup de soin l'arbre pour leur nid. Ils choisissent les arbres qui ont beaucoup moins de moustiques, donc clairement les arbres qui ont une certaine valeur répulsive aux insectes. Et tous ces éléments ensemble font en sorte que la qualité de sommeil est nettement mieux et probablement enrichie en sommeil paradoxal. Waouh, j'ai réussi.
parce que ce comportement est transmis de parent en enfant, et parce qu'on voit ce comportement au sein de, au moins, toutes les grands primates, effectivement, c'est un comportement qui est dit conservé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit chaque race, en fait, d'animal présente à nos jours a appris individuellement comment faire justement ce comportement et transmis ça à tous ses enfants, ou on a plutôt un ancêtre commun qui avait compris comment faire les nids, et ensuite, a transmis à travers ses descendants à tout son arbre phylogénétique. Et c'est vraiment l'hypothèse qui est conservée. Mais on pense qu'il y a une autre chose, un autre indice qui va dans ce sens. En fait, pendant la Miocène, moment où probablement le dernier ancêtre commun de tous les grands primates avait été là, on a constaté qu'il y avait une diminution du nombre de primates par rapport avec les singes. En fait, les singes sont arrivés, ils étaient très très efficaces, ils avaient commencé à occuper toutes les niches environnementales, et les primates étaient presque menacés d'extinction. Sauf qu'au milieu de la Miocène, quelque chose change. Et l'hypothèse de Froehmann est que c'est à ce moment-là que les primates avaient commencé à faire les nids, qui avait permis un meilleur sommeil, qui avait permis une amélioration sur le plan cognitif parce que les apprentissages étaient plus faciles parce qu'il y avait plus de sommeil paradoxal, et ainsi de suite. Donc effectivement, les primates étaient devenus plus intelligents, plus capables d'occuper différentes niches environnementales, et ils avaient repris la main sur les singes. C'est une hypothèse qui est quand même tentante. Donc, avec les modifications climatiques, la forêt a été progressivement remplacée par la savane et nos ancêtres étaient obligés de descendre des arbres. Homo erectus était probablement le premier hominidé de marcher debout, mais on pense qu'il a probablement toujours dormi dans les arbres. Donc, quelque chose a dû changer pour permettre à nos ancêtres de dormir vraiment par terre, pas que sur les falaises, mais un peu partout. Donc, on pense que c'était la découverte, ou plutôt la maîtrise du feu, qui est arrivée il y a 400 000 années, donc bien avant justement l'apparition de Homo sapiens, il y a 200 000 années. Donc, c'est quand même fascinant. En fait, le feu a permis à nos ancêtres de descendre des arbres parce que ça les a protégés des prédateurs. En fait, le feu a remplacé un tout petit peu les arbres. Avec cette possibilité de dormir par terre, nos ancêtres ont pu commencer d'aller de plus en plus loin pour chasser et ont commencé finalement la grande migration de l'homme qui a permis que l'homme en fait quitte l'Afrique et se trouve partout dans le monde, qui a commencé il y a 60 000 ans. Donc, je vois quand même qu'on a une certaine appétence toujours pour dormir en hauteur. Si on prend par exemple les Korowayé en Indonésie, ils construisent les cabanes très haut dans les arbres. Je vous montre un exemple vertigineux ici, parce qu'ils se sentent en sécurité. Et nous, même nous, dans nos maisons, je constate qu'on préfère quand même à dormir au moins au premier étage. Donc on a toujours cette appétence pour dormir en hauteur. Les positions adoptées pour dormir par nous, les hommes, dépendent un tout petit peu des conditions de coucher. Mais je pense qu'il y a aussi un élément important, en fait, qui est lié à la physique. On voit ici les gens qui dorment plutôt sur les côtés, surtout sur les nattes par terre en Afrique. Et si on dort par terre, l'effet de conduction de la terre, effectivement, va puiser justement la chaleur corporelle. Donc, ça veut dire que plus qu'on est en contact avec la terre, plus qu'on va perdre justement de chaleur. Tandis que les effets de convection, donc les parties de nous qui sont exposées à l'air, la convection est moins efficace, donc on va moins perdre justement de chaleur par ces techniques-là. Donc, effectivement, si on dort sur le côté, on a une perte moins importante de chaleur vers la terre. Et c'est ce qu'on constate, les gens dorment plutôt sur le côté. Et là, je vous montre en bas une photo fascinante qui a été prise au Tibet dans les années 30, 1938 pour être exact. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre 4 bergers tibétains qui dorment à 4 pattes. Mais pourquoi cela? Probablement parce que si vous dormez à 4 pattes, les parties corporelles qui sont en contact avec la terre sont les tibias et les avant-bras. Donc, très, très peu de vous, effectivement, qui va transmettre la chaleur vers la terre.
Et ils dorment en proximité afin d'être couverts par une grande couverture qui les permet quand même de garder un peu de chaleur par les nuits tibétaines en hiver qui en fait va à moins 40 facilement. Donc les adaptations, les humains sont quand même incroyables pour s'adapter aux conditions difficiles. Que peut-on apprendre justement de sociétés pré-industrielles? En fait, ces sociétés existent toujours à côté de nous et de façon classique, on les divise en cueilleurs-chasseurs, en bergers, en horticulteurs et en agriculture. Les nomades, donc plutôt les chasseurs, peuvent s'en passer des abris, mais la plupart préfèrent de construire les abris qui va des simples cabanes chez les Hadza ou les K'ung vers les huttes assez solidement construites chez les Sawat Patan, voire même les maisons communales qui peuvent accueillir des dizaines de personnes, donc toute une famille, voire même toute une tribu chez les Gebuzi. Donc, au sein de ces abris, en fait, les conditions de coucher dépendent un tout petit peu de la nature de l'abri, sa taille, l'existence ou non des cloisons à l'intérieur, mais typiquement les gens dorment un tout petit peu à proximité les uns des autres, avec une isolation phonique qui est franchement non existante, et dans les grandes maisons, un va-et-vient la nuit qui est quasi constant. Donc, les éléments qui vont quand même perturber un tout petit peu le sommeil. Je pense que quand nos ancêtres se sont descendus des arbres, ils avaient probablement continué à dormir, au moins initialement, dans les nids par terre, comme font les gorilles. Mais ces nids se sont évolués, à mon avis, assez rapidement en abris. Et là, on voit toujours ces abris chez certains peuples. Donc, par exemple, chez les lésés, c'est en haut, on voit les huttes qui sont construites, enfin, les cabanes qui sont construites des feuilles. En bas, chez les Hadza, les cabanes sont construites plutôt en fait des branches et des herbes sèches. En fait, chaque peuple trouve ce qu'il a dans ses environs pour construire son abri. Et au sein, justement, à l'intérieur de ces cabanes, effectivement, on voit que les gens dorment par terre, mais typiquement protégés du sol quand même par un couche de quelque chose, donc soit les feuilles, soit justement comme vous voyez à droite dans cette petite cabane des Hadza, un mince couche de tissu qui les protège quand même des insectes rampants ou des serpents, tout comme le fumier du feu les protège des insectes volants. Donc, les ethnologues constatent que dans ces conditions, les gens typiquement, en fait, se lèvent à répétition la nuit pour regarder le feu. En fait, le feu fait office des murs. C'est leur forme de protection la nuit. C'est la chose la plus importante. Ah non, je m'approche. Oh non, trop loin. Je pense aussi que la première évolution des lits chez nos ancêtres était probablement la construction des plateformes. Et là, on voit justement chez les Gabras un plateforme au sein de leur cabane, donc la dame est assise dessus. C'est un plateforme qui est soulevé un tout petit peu du sol, fabriqué dans la même substance que sa petite cabane, qui est plus solide que chez les Gabras. C'est fait du bois tissé et ça permet de dormir surélevé du sol, donc protection des insectes. Et les Gabras dorment à plusieurs sur les plateformes avec parfois une mince couverture de tissu. Ah non. Merci. Donc, je pense que les premières traces de lit en Afrique, les abris, effectivement, laissaient vraiment pas beaucoup de traces fossiles. Ils étaient les structures qui étaient temporaires de toute manière chez les gens qui étaient plutôt nomades. Mais en fait, on a trouvé récemment les traces fascinantes des premiers lits. En fait, en Afrique du Sud, une équipe de chercheurs était en train de faire les feuilles dans les grottes en KwaZulu-Natal. Et ils avaient trouvé les traces de quelque chose de fascinant. En fait, ils avaient trouvé les traces de couches de cendres avec les traces de végétation dessus. Donc, ils avaient dit, mais c'est quoi ça? C'était au fond des grottes avec les petites traces des foyers de feu à côté. Donc, en faisant une reconstruction de ce que c'était, ils avaient rendu compte que c'était très probablement un lit.
Un lit qui était construit alors de façon très intelligente pour limiter justement les insectes, les cendres qui avaient une valeur en fait anti-insectes, une couche de feuilles et d'herbes. En fait, il avait même trouvé les feuilles aromatiques dedans, donc c'est très bien, qui protégeaient encore des insectes, qui avaient probablement une profondeur d'environ 30 cm. Donc les premiers lits dans les grottes en Afrique du Sud, c'est quand même fascinant. Et cette lit a été datée d'environ 200 000 ans. Donc je suis quand même ravie de savoir que les lits existaient déjà à cette époque. Je pense qu'en quittant l'Afrique, et surtout par les changements climatiques qui sont arrivés par la suite, que les hommes ont rendu compte très rapidement que dormir par terre n'était vraiment plus du tout possible. Et donc, ils avaient commencé à vraiment construire des lits. Et qu'est-ce qui reste de ces lits-là? En fait, en 1850, dans les îles d'Orkney, qui sont bien au nord de l'Écosse, un orage d'une violence meurtrière s'est abattu sur toute l'île. Et en fait, les vents étaient tellement forts qu'ils avaient arraché la terre d'une petite colline, laissant derrière les traces de murs et de maisons. Les archéologues avaient découvert tout un village néolithique baptisé Skara Brae. Et vous le voyez là, justement, les traces de ces magnifiques maisons superbement construites en pierre, avec un foyer central, les étagères très utiles, et ce qui est indéniablement les lits. Vous voyez en bas en reconstruction, les lits étaient en fait les espaces délimités par les pierres, remplis des herbes et de feuilles sèches, et les gens dormaient dedans couverts d'épeaux. C'était indéniablement un lit. Et je vous rappelle justement l'image de la petite femme qui dort de Malte. Effectivement, elle était aussi apparemment endormie sur une plateforme, un lit. Donc on a vraiment les traces à partir de l'ère néolithique de lits. Ah non, je passais deux diapos en même temps. Entre-temps, en Afrique, les lits ont commencé d'être construits comme des meubles. Donc là, on voit un lit traditionnel africain du peuple Sénufi, à la taille d'une personne, fabriqué en bois avec un oreiller intégré. Je trouve ça chic. Ensuite, à droite, on a justement un lit traditionnel de la Gambie qui est de nouveau soulevé de la terre avec un matelas tissé. Donc on voit que ces lits étaient probablement pour plusieurs personnes. On peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Une autre chose très importante du développement de lit, c'est le développement des oreillers. Donc, en fait, si on va dormir sur le côté, il faut quelque chose pour soutenir la tête, n'est-ce pas? Et on peut très bien utiliser le bras, mais petit à petit, ce bras a été remplacé par les objets. Et là, on voit un monsieur en Afrique qui dort très confortablement avec sa tête posée sur un bout de bois en forme de U, qui en fait a l'avantage de faire circuler l'air autour de sa cou quand il fait chaud, c'est pas mal, mais aussi de garder ses deux oreilles bien dégagées et à l'écoute des dangers. Et les oreillers ont développé un tout petit peu un peu partout dans le monde. Utilisant en fait les matériaux divers et variés, mais toujours dans le sens un tout petit peu anatomique, avec un support qui est un peu concave, un pied pour soulever la tête, et fait dans les, comme j'ai dit, dans les différents matériaux. Donc on voit on voit un oreiller tissé, on voit justement un oreiller en calcite qui date d'il y a bien plus que 4000 ans de l'Égypte, un oreiller en bois, et un oreiller en jade de Chine. Et là, justement, en bas, je vous montre un très joli petite statue en calcaire d'une femme égyptienne, ça date d'il y a facilement à 4000 ans, qui dort sur un lit, avec une tête de lit, avec la particularité égyptienne que les têtes de lit étaient toujours au pied, je ne sais pas pourquoi, mais qui pose sa tête sur un oreiller qui ressemble drôlement à celui qui est montré justement en haut. Donc les oreillers en pierre, ne vous inquiétez pas, étaient souvent agrémentés d'un petit coussin, ou voire même un petit bout de tissu, pour les rendre un peu plus confortables. Et ils étaient pour la tête, pas pour le cou. Donc c'était peut-être moins inconfortable qu'on en imagine. Alors, je reviens presque à la fin sur la question de qualité de ce sommeil chez nos ancêtres, avec une expérience fascinante qui a été faite en Allemagne dans les années 2000, où ils avaient construit un village néolithique qui était habité pendant plusieurs mois.
Donc là, on voit justement les occupants qui vaquent à leurs occupations, on voit les petites maisons dans lesquelles ils dormaient, et 5 habitants portaient un actimètre au poignet. Donc qu'est-ce que c'est un actimètre? C'est un élément qui mesure, une petite montre qui mesure justement l'activité veille-sommeil. Ça permet d'estimer le temps de sommeil. C'est un peu comme un Fitbit, c'est pas très néolithique, mais bon. Et on voit quelque chose de fascinant à gauche sur cette graphique. On voit justement que avant l'expérience, les gens dormaient entre 250 et 450 minutes. Il y a une grande différence justement des besoins de sommeil. Mais tout le monde avait une augmentation de sommeil pendant l'expérience qui, après, a retourné vers le normal. C'est quand même fascinant. Pourquoi ils avaient dormi plus longtemps? Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses. Premièrement, ils étaient en train de faire une activité physique soutenue. On sait que ça augmente le temps de sommeil. Ils étaient fatigués. Deuxièmement, et riche de mes expériences au Népal, je peux confirmer que quand il fait froid, on a tendance de se coucher, même si on ne dort pas, parce que c'est le seul endroit où on est en fait un tout petit peu chaud. Et troisièmement, effectivement, peut-être que les conditions de coucher dans ces petites maisons n'étaient pas tout à fait comme justement chez eux. Et donc, avec le bruit, avec justement un lit qui était moins confortable, la qualité de sommeil était moins bonne. Donc, en fait, pour compenser, ils avaient dormi plus longtemps. Il y a une quatrième possibilité, en fait, c'est que quand ils ont retourné justement chez eux, ils avaient repris toutes les habitudes terribles justement des mondes modernes, des écrans et tout, qui avaient fait en sorte qu'effectivement, ils dormaient moins que leurs vrais besoins. Donc, globalement, je pense que nos ancêtres n'ont pas dormi aussi mal que cela. Donc, en conclusion, je pense que nous pouvons dire que l'évolution des lits a commencé chez les primates, a continué chez nos ancêtres et qui, et franchement, se poursuit à notre jour. Pour moi, les étapes importantes, je pense, sont déjà le développement des nids, la construction des abris, la maîtrise des feux qui nous a permis de quitter l'Afrique et de migrer partout dans le monde, probablement le développement des lits et des oreillers, une meilleure insonorisation des chambres et peut-être, comme a souligné de façon assez intéressante justement l'amiral, le fait de ne plus dormir à plusieurs. La seule chose dont on n'a pas parlé justement dans les sous-marins, c'est qu'est-ce qu'on fait si votre coéquipier ronfle toute la nuit. Donc, je pense que dans les maisons néolithiques, c'était peut-être aussi un problème. Donc, je vous remercie pour votre attention.